Le panafricanisme est-il bien compris par tous? Voilà le thème que nous abordons pour vous, mesdames et messieurs, dans cette émission. Je suis au micro pour vous conduire, pour vous accompagner dans cette descente, dans ce parcours en Afrique sur ce mouvement, ce courant qui date de plusieurs décennies déjà, au temps de Nkrumah, et nous sommes sortis de la conférence de Londres en 1900. Voilà, Nkrumah, le feu président ghanéen Kwame Nkrumah était le pionnier, le fondateur de ce mouvement. Il s'était battu pour l'indépendance, voilà la vision du panafricanisme, l'indépendance totale de l'Afrique. L'Afrique qui a été toujours considérée comme un gâteau que des puissances étrangères peuvent à tout moment se partager et toujours faire face à ces enjeux, ces défis. Depuis plusieurs années, nous sommes dans cette période de l'esclavage, nous sommes sortis de cette période de colonisation, indépendance, et aujourd'hui nous parlons des réformes, nous parlons des changements au niveau de l'animation de la vie politique. Il y a eu plusieurs malentendus, plusieurs erreurs, plusieurs réformes, plusieurs complots, plusieurs conspirations. Les Africains se mettent souvent les uns contre les autres. Ce courant aurait pu réussir depuis si et tout considèrent cette vision comme étant leur principale source de bonheur. Voilà, il s'est fait souvent que certains groupes se mettent derrière les oppresseurs, derrière ceux qui profitent de cette faiblesse et pour faciliter l'accès au pillage. Voilà, l'Afrique, le panafricanisme défendu par un courant beaucoup plus grandissant, mais il y a aujourd'hui plusieurs manifestations qui portent parfois sur des débordements et qui ne sont pas trop appréciés par certains observateurs. Nous allons donc dans cette émission voir quels sont les risques, quelles sont les craintes, les suspicions par rapport à ce courant, quelles sont alors les solutions d'approche pour sécuriser cette démarche vers la paix, la solidarité, l'Afrique unie, l'Afrique développée. Voilà. Ah ouais, jeunesse africaine, réveille-toi. Oui, réveille-toi, jeunesse africaine. Car il est temps de prendre ton destin en main. Ton destin, il est grand temps. Ramsès Hamès. Jeunesse africaine, réveille-toi. Réveille-toi, jeunesse africaine. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous Monsieur Abdoul-Bak Abdoul Karim. Il est président du mouvement des jeunes panafricains du Bénin. Il répond au micro dans cette émission Opinion. Merci de nous faire confiance, Monsieur Abdoul. Merci, Monsieur le journaliste. La confiance est toujours révélée et renouvelée. C'est à moi de vous remercier encore une fois de plus de m'avoir accordé la parole afin que je puisse m'exprimer sur l'actualité africaine et notamment sur le panafricanisme qui est l'idéologie actuellement en vogue, surtout au sein de la jeunesse africaine. Ah ouais, jeunesse africaine, réveille-toi. Oui, réveille-toi, jeunesse africaine.
Voilà, parlant du panafricanisme, il y a eu une élection au Sénégal tout dernièrement avec la victoire de la dynamique Congo. Opinion, une émission de New Visa Africa Media. Au pouvoir. Opinion, un parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques en Afrique. Opinion, une présentation lui reprend déjà son rapprochement avec le président Ouattara. Merci, monsieur le journaliste, de la question que je trouve très légitime et très pertinente, déjà à travers ce que nous-mêmes nous lisons sur les réseaux sociaux par rapport à cette sortie de Diomaye Faye et en Côte d'Ivoire sur invitation d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, ce que je voudrais dire pour attirer l'attention des uns et des autres, c'est que la première sortie du président sénégalais Diomaye Faye n'était pas en Côte d'Ivoire, c'était en Mauritanie, dans un pays africain, un pays frontalier avec le Sénégal, un pays avec lequel je pense il partage la mer pour cette histoire de pêche et qui pose de problèmes de plus en plus aux Sénégalais et dont les Européens en bénéficient suffisamment. Je pense que, vu de cet angle, on devrait même le féliciter. Parce que nous savons que d'habitude, lorsque nos chefs d'État sont élus, surtout ici en Afrique de l'Ouest, et plus précisément francophones, c'est que leur première sortie, c'est de se rendre à l'Élysée, où ils vont prendre des ordres qu'ils viendront exécuter par la suite, au détriment même de leur projet de société sur lequel ils sont élus par leur peuple. Donc je pense que de ce point de vue, il est même à féliciter. Alors, par rapport à sa visite en Côte d'Ivoire, je pense que nous sommes là dans une démarche de sagesse africaine. Et ce qu'il faut préciser, c'est Alassane Dramane Ouattara qui lui a envoyé l'invitation de se rendre en Côte d'Ivoire. Et en Afrique, nous le savons très bien, l'aînesse est sacrée. Il y a un respect qu'il faut donner à l'aîné, même si on n'est pas d'accord avec lui. Encore que Diomaye Faye peut être même le fils d'Alassane Dramane Ouattara, il va l'appeler papa. Donc je pense qu'il est là dans une démarche de sagesse africaine. Et je ne suis pas sûr qu'il ait pris cette initiative-là sans avoir consulté Ousmane Sonko. Parce que nous savons les conditions dans lesquelles il est élu président de la République. Il a bénéficié de l'aura de Ousmane Sonko. Donc, nous sommes là dans une démarche de sagesse africaine. Et parfois, vous savez, pour tuer un coq, il faut lui donner de l'eau à boire. Et vous allez constater que tout récemment aussi, il s'est rendu au Nigeria pour rencontrer Tinubu, qui lui a même demandé d'essayer de prendre langue avec les pays de l'AES afin que ceux-ci puissent rejoindre la CEDEAO. Or, nous connaissons déjà leur point de vue. Voilà, donc il faut voir cela comme une posture de sagesse africaine. Ah ouais, jeunesse africaine, réveille-toi. Oui, réveille-toi, jeunesse africaine. Parlons du panafricanisme, et certains parlent du panafricanisme contemporain. Les choses ont tellement évolué, les jeunes deviennent de plus en plus nombreux à suivre les leaders de ce mouvement. Et maintenant, la France commence par perdre son influence sur ses colonies. Est-ce que vous trouvez que la France peut encore revenir et convaincre ses partenaires africains? Oui, je le pense dans une certaine mesure, à condition qu'elle change sa politique africaine. Parce qu'il y a une politique africaine de la France que nous appelons la France-Afrique, à condition qu'elle change cette politique africaine. Là, elle peut revenir et renouer des accords avec les pays africains, mais cette fois-ci gagnant-gagnant, pas des accords gagnant-gagné, comme c'était le cas, notamment avec les accords de coopération que nous connaissons, qui ont été tissés depuis les indépendances et à travers lesquels les pays africains ont été esclavagisés de façon moderne, encore une fois de plus.
Donc c'est de cela qu'il est question. C'est pour cela qu'il faut faire attention quand nous parlons de la France-Afrique. Dans le mot France-Afrique, il y a France et Afrique. Nous ne combattons pas en tant que panafricanistes la France. En tant que population, non. Nous combattons l'oligarchie française. Parce qu'il faut faire le distinguo entre le peuple français et l'oligarchie française. Entre le peuple occidental et l'oligarchie occidentale. Donc, c'est la politique africaine de l'Occident que nous combattons. Cette politique qui veut qu'on impose aux Africains ce qui ne fait pas leur épanouissement. Cette politique qui veut qu'on pille l'Afrique. Cette politique qui veut qu'on décide à la place des Africains. Cette politique qui veut qu'on infantilise les Africains. Cette politique qui veut qu'on manque de respect aux Africains. Cette politique qui veut qu'on assassine les chefs d'État africains quand ils ne sont pas d'accord avec l'élite occidentale. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Notre génération n'acceptera plus jamais ça. Et je le dis partout où je passe. Ce qui s'est passé en 2011 avec Kadhafi, ça ne peut plus être réédité avec notre génération aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Donc, pour revenir à votre question, il est bel et bien possible que la France renoue avec les pays africains, notamment du Sahel, mais à condition qu'elle change sa politique africaine, à condition qu'on redéfinisse de nouvelles bases à travers lesquelles on peut nouer des accords de coopération gagnant-gagnant et non gagnant-gagné comme c'était par le passé. Et je pense que lorsque vous suivez les dirigeants actuels des États du Sahel, c'est tout simplement ce qu'ils demandent. Ils ne demandent rien d'autre. Voilà. Merci. Ah ouais. Jeunesse africaine, réveille-toi. Oui, réveille-toi, jeunesse africaine. Fermeture des frontières sous le nez du Niger, et ces frontières avaient été réouvertes depuis quelques jours, quelques semaines, mais le Niger, toujours méfiant vis-à-vis de son voisin, et exige et confirme que la situation n'est pas entièrement déblayée pour cette réouverture de leurs frontières, et ils vont jusqu'à confirmer qu'il y a une présence, une menace française sur le sol béninois. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Alors, monsieur le journaliste, vous le savez tout comme moi qu'après le coup d'État contre Bazoum le 26 juillet 2023, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis à Abuja pour prendre un certain nombre de sanctions contre le Niger. Mais face à la résistance du peuple nigérien, ils ont dû passer au plan B. Et le plan B consistait à intervenir militairement au Niger. Et il y avait un certain nombre de pays de la CEDEAO comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria et le Bénin qui étaient prêts à envoyer des contingents pour aller déloger les nouvelles autorités nigériennes pour soi-disant rétablir l'ordre, à l'engagement des pays comme le Mali et le Burkina Faso qui étaient prêts à intervenir militairement aux côtés du Niger en cas d'agression. Finalement, les chefs d'État de la CEDEAO ont dû rebrousser chemin. Ils ont dû revoir leur posture. Alors finalement, le Nigeria a ouvert sa frontière avec le Niger. Je pense que quelques semaines après, le Niger également a rouvert sa frontière avec le Nigeria. Le Bénin aussi a rouvert sa frontière avec le Niger, mais de ce côté, le Niger a dit niet, parce que les autorités nigériennes soupçonnent le Bénin d'abriter des bases militaires étrangères, notamment françaises, et qui seraient là parce que après avoir été chassés du Niger, pour trouver des moyens de déstabiliser le Niger en éjectant les nouvelles autorités nigériennes et en ramenant en quelque sorte le poulain qui est Mohamed Bazoum. Donc, les autorités nigériennes ont été catégoriques sur leur décision. Alors, entre-temps, nous l'avons constaté tout récemment avec l'actualité que le président Patrice Talon avait bloqué aussi le pipeline nigérien, et soi-disant
qu'il était dans une logique de réciprocité. Mais finalement, il a été rattrapé par la réalité parce que ce n'était pas une bonne décision. Moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire au niveau des autorités béninoises, c'est de donner des gages de sécurité au Niger. Patrice Talon peut demander aux Nigériens, aux autorités nigériennes, d'envoyer peut-être des experts militaires qui vont se déplacer pour venir sur le Bénin et constater le fait. Parce que nous sommes au Bénin, nous savons qu'il n'y a pas de base militaire étrangère ici. Il y a des coopérations entre le Bénin et des pays étrangers, y compris la Russie. Donc c'est au président Patrice Talon de donner des gages de sécurité aux nouvelles autorités nigériennes. Et je pense que lorsque celles-ci vont se rassurer de ce qu'il n'y a pas de base militaire étrangère ici qui serait prête à déstabiliser la République sœur et le peuple frère du Niger, je pense que la situation sera décantée. Ah ouais, jeunesse africaine, réveille-toi. Oui, réveille-toi, jeunesse africaine. Le mot patron, moi, ça me dégoûte. Leur relation n'est pas aller avec la violence, mais de réussir à faire comprendre au même moment qu'ils vont éduquer notre génération, d'éduquer aussi les Français que si ils le disent dans leur propre présentation, parfois par leur leader, que le destin de l'Afrique est lié, il va falloir qu'il accepte l'Afrique telle qu'est l'Afrique. Il faut négocier avec l'Afrique et travailler dans le système de gagnant-gagnant. Le maître et son employé. Est-ce que là, qu'est-ce que vous pensez de la dernière sortie du Premier ministre Sonko qui parlait, qui avait fait qui avait ouvert une parenthèse sur ses rapports, leurs relations avec la France, qu'il pense de la France? Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Exactement, c'est de ça que je voudrais faire allusion. Il est temps que l'Afrique lève son genou sur la population noire. Parce que le monde a changé. Il accepte, s'il accepte, nous tous on ira ensemble. Mais s'il n'accepte pas, il aura une rupture. Et la rupture serait brutale pour eux. C'est ça. Pour la nation française, tout comme à nous, les Africains. Mais on finira par s'adapter parce que ils ont tellement fait du mal à l'Afrique. Il faut qu'ils comprennent que le soleil s'est levé et ça ne se couchera plus sur leur mauvais comportement. Le néocolonialisme qui cherchait toujours à revenir par les fenêtres pour endeuiller le peuple africain. Et avant de finir, je dirais, le travail nous éloigne de trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Je ne fais que citer. Si nous pouvons remettre au jour, si on va essayer d'amener des vieux livres à la génération d'aujourd'hui, de comprendre que dans la vie, le travail, c'est la clé pour toutes les choses. Que tu sois pauvre, tu es issu d'une famille pauvre, riche ou richard, le travail toujours te permet de savoir la valeur de ce que tu as fait. Les gens arrivent à économiser quand toi-même tu suis et tu gagnes l'argent, tu saurais comment gérer ça. Voilà, merci. Donc c'est là, nous allons conclure en disant que c'est tout simplement dans cette partie-là que le travail devrait être d'abord la première préoccupation de tout ce qui veut s'inscrire dans la dynamique du panafricanisme. Parce que avec le travail, on pourra d'abord résoudre les problèmes auxquels l'Afrique fait face, la pauvreté, la misère. Merci Monsieur Alphonse et à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Gabé. Ah ouais, jeunesse africaine, réveille-toi. Je vous amène donc à retenir avec moi, mesdames et messieurs, que les jeunes qui se retrouvent dans ces organisations du panafricanisme comprennent très bien les enjeux géopolitiques et peuvent relever le défi qui les attendent s'ils réussissent à poser les pions au bon endroit. La politique africaine, comme on peut
Le savoir est un grand baobab avec plusieurs racines englouties mais solidement fixées à l'arbre qui subit des secousses. Ces racines ne seront donc pas faciles à déterrer mais peuvent servir si on sait bien les ménager. La France, quoi qu'on dise, a un grand intérêt à améliorer ses relations avec les États africains et tous les pays ont des systèmes de dépendance qu'il faut absolument protéger, promouvoir. Une chose est claire, l'Afrique est fatiguée d'être une vache qui rit. Elle veut maintenant sa part du gâteau qui lui revient légitimement. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions monsieur Alphonse Ameola, monsieur Abdul Karim. Merci pour la participation. Merci d'être resté avec nous. Je suis au micro, Gabin Conrad, et à très bientôt. Merci à monsieur Abdul Karim de nous avoir permis de réaliser cette émission avec sa musique. C'est cette musique qui nous permet de sortir de cette émission. Merci, mesdames et messieurs. Likez, partagez notre émission. Envoyez-nous vos suggestions. Nous sommes ensemble. Merci, merci. À très bientôt. Ah ouais, jeunesse africaine, réveille-toi. Oui, réveille-toi, jeunesse africaine. Car il est temps de prendre ton destin en main. Ton destin, il est grand temps. Ramsès Hamès. Jeunesse africaine, réveille-toi. Réveille-toi, jeunesse africaine. Il est temps de prendre ton destin en main. Ton destin, il est grand temps. De la martyrisation, on est passé à l'esclavagisation.